À toutes et à tous, bonsoir. Quelle chance à chacun de cette formation des partis politiques, j'allais dire, qui ont pu déposer leur dossier de candidature. Iront-ils tous ces partis politiques à ces élections? C'est la grande interrogation ce soir à laquelle répondent les débatteurs déjà installés en studio. Saturne Dionsou, bonsoir. Bonsoir à vous Patrice Savala, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que je n'ai pas maltraité votre nom. Si vous l'aviez fait, ce ne serait qu'une erreur de parcours. Vous n'avez pas l'habitude de maltraiter, vous me savez. Je tiens à la bonne prononciation de mon nom. Je l'aurais remis à l'endroit. Voilà. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Patrice et bonsoir à tous. Végil Avancé, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Saturne Dionsou, vous étiez dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans la nuit de ce 26 février, date limite du dépôt des dossiers de candidature pour prendre part aux législatives du 28 avril prochain. 7 partis politiques ont pu déposer leur dossier de candidature. Ils ont tous attendu le dernier jour pour faire leur entrée dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Quelle est l'ambiance qui avait régné dans ces locaux, Saturne Dionsou? Je dirais, pour avoir eu l'expérience d'autres échéances électorales, que celle qui a prévalu hier comme ambiance à la Commission électorale nationale autonome n'est pas celle qu'on lui connaissait en période électorale. En une période comme celle-là, il y avait plus de gaieté, on sent journalistes, que ce soit aussi ceux-là qui sont candidats à ces élections-là, selon le type d'élection dont il s'agit. On sent qu'il n'y a pas d'inquiétude. Tout le monde a le cœur dégagé, tout le monde a le sourire aux lèvres, hein, parce qu'on s'attend à vivre des moments de fête. Mais hier, ce n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient entre journalistes. Même entre nous, on se posait la question, est-ce qu'il y aura élection le 28 avril prochain? Qu'est-ce qui allait empêcher ces élections? C'est des journalistes qui se posent cette question. Hein. Après la fermeture du portail, dans les couloirs, dans la cour de la Sénat, jusqu'à une heure, au-delà de 4 heures. De 4 heures du matin, la question se posait toujours, est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il y aura élection? Les différentes listes se retrouvaient, les connaissances, parce qu'au-delà des frontières, sinon des barrières des partis politiques, c'est des Béninois, ça il faut le saluer, qui se connaissent, qui se connaissaient, et qui n'ont pas fait de leur situation d'adversité, qui est quand même une situation temporaire, le temps d'une élection, le temps de discuter des questions politiques. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Des inimitiés au point de se voir, de ne pas se saluer. Ceux qui se connaissaient se rencontraient, échangeaient quelques mots, souriaient quand même, même si chacun a ses appréhensions en ce qui concerne ces législatives qui arrivent. Nous aussi, journalistes, nous faufilons entre candidats, entre nous, entre commissaire de la Sénat. C'est un peu ça, s'il fallait décrire l'ambiance, sans oublier que, comme je l'ai précisé, il y a des appréhensions dans tous les cœurs, encore que. Bon, vous avez eu le tableau, vous parlez des partis qui ont pu déposer leur dossier. On en parlera certainement au cours de cette émission. Oui, justement, parlant de ces partis qui ont pu déposer leur dossier à 0 heure, à 2 minutes de 0 heure, le tout dernier a pu déposer son dossier de candidature. Oui, à 2 minutes de 0 heure, c'était l'UDBN qui a déposé son dossier, en tout cas qui s'est fait enregistrer dans le courrier, dans le registre, pardon, en tant qu'arrivée, parce que c'est heure d'arrivée quand même. On met votre heure d'arrivée et en attendant, quand vous remplissez le registre, vous mettez le nom de votre parti, votre nom, l'heure d'arrivée, vous émargez. Et puis vous vous retirez en attendant qu'on ne vous introduise, parce que c'est par ordre d'arrivée. On va commencer par recevoir vos dossiers, par avoir la complétude des pièces que vous devez fournir avant de vous délivrer le récépissé provisoire. Pour que vous partiez. Donc le dernier parti, c'était à déposer son dossier, c'est l'UDBN de Claudine Prudencio. La liste a été ouverte quelques minutes plus tôt, à 23h31 par le parti Force Cori pour le développement du Bénin. Donc voilà, après FCDB, après FCDB, il y a eu Union Progressiste. Après Union Progressiste, je cite là de mémoire, il y a eu Moël. Après Moël, il y a eu le
PRD, je crois, après le PRD. Je pense qu'il y a eu les gens du Bloc républicain avant l'Union sociale libérale pour que le parti de Claudine Provinciaux ferme la liste Et le Bloc progressiste? Oui, l'Union progressiste, c'est pourquoi je parle de l'Union progressiste. L'Union progressiste qui a déposé son dossier, sauf erreur de ma part, autour de 23h38 après le parti FCDB. Donc voilà un peu ce que je peux en dire. Alors, Vigile avancé, beaucoup étaient attendus au niveau du siège de la Commission électorale nationale autonome au Sénat, mais 7 seulement étaient quand même allés pour déposer le dossier de candidature et tous ont choisi le tout dernier jour pour aller faire le dépôt de leur dossier de candidature. Non, nous l'avions... Est-ce un calcul politique au niveau de tous les partis politiques ou qu'est-ce qui pourrait expliquer ce temps mis par les formations politiques avant d'aller sacrifier à cette tradition? Non, justement, c'est une tradition à la Sénat, en compétition électorale, de voir les candidats ne débarquer qu'au dernier jour, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui a été observé. Cette fois-ci, c'était plus prononcé, presque plus justifié lorsqu'on connaît le parcours de combattant qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour rassembler les pièces. Je ne parle plus de certificat de conformité, mais surtout le quitus fiscal de chacun des 83 candidats fois 2. Vous voyez que ce n'est pas une messe à faire. Et quand on connaît le rythme de la délivrance de cette pièce-là par la direction des impôts, la direction générale. Oui, la direction générale des impôts, ce n'est pas évident. Donc, ça peut se comprendre. Tous ceux qui peuvent être candidats ne sont pas forcément candidatables parce que n'ayant pas le quitus fiscal, pièce maîtresse parmi les pièces dans le dossier. Et donc, vous comprenez tout ce stress. Si vous n'avez pas réuni le quitus, même pas d'une seule personne, est-ce qu'il faut risquer d'aller verser donc les 249 millions de francs CFA au Trésor, n'est-ce pas, pour avoir la quittance? Est-ce qu'il faut le faire? Vous comprenez, mettez-vous à leur place, ce n'est pas aisé à faire. Donc, tout ceci peut expliquer ce qu'on a observé hier. Au décompte, vous avez dit, ça fait 7 parties. 7 parties contre 5 qui n'ont pas évolué, les 5 ayant leur conformité, enfin leur certificat de conformité. Vous déduisez vous-même le reste. On y reviendra. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que les partis politiques sont méfiants l'un de l'autre? Mais oui, vous savez... Puisque jusque-là, d'ailleurs, on ne peut pas dire avec précision qu'on a les candidats qui sont positionnés et quelle place occupe chacun de ces candidats jusqu'au dernier jour du dépôt de ces dossiers de candidature. Non, au niveau de certaines listes, certainement, on n'a pas encore eu toutes les listes. Mais beaucoup de spéculations. Non, il y a que si vous devriez être positionné et qu'au dernier moment, vous n'avez pas pu obtenir votre quitus fiscal, les responsables de votre parti se trouveraient dans l'obligation de vous remplacer. Parce que au-delà du certificat de conformité, les 83 fois 2 par liste doivent chacun présenter leur quitus fiscal. Et c'est l'une des pièces ayant retardé un peu le dépôt des dossiers. Donc, certains se sont vus obligés de ne pas pouvoir y participer parce que quand vous avez des biens au soleil, quand vous devriez payer vos impôts et que la somme que vous devez payer n'est pas à votre disposition, vous êtes obligé de faire la place de ce document-là. Parce que pour se retrouver sur une liste, c'est d'abord ça. Oui. Maintenant, les autres qui n'ont pas pu s'inscrire, écoutez, pour une première fois dans l'histoire du Bénin, quand je fais un calcul rapide sur les 7, je peux dire 6, un parti de l'opposition. Donc, encore que l'autre, le tout premier, d'ailleurs, qui a déposé son dossier, se réclame de l'opposition. Bon, il se réclame de l'opposition. On ne l'a pas vu opérer sur le terrain en tant que parti de l'opposition. Donc, je dis, il y aura pour cette fois-ci de grands absents parce que n'ayant pas rempli toutes les formalités. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu oser
On aurait pu oser si vous avez votre liste complète avec vos candidats ayant obtenu le quitus fiscal, on pourrait prendre des risques. Parce qu'aujourd'hui, dire que restaurer l'espoir, la force Cori.Bénin émergent, d'autres partis, DUD ne pourraient pas participer aux élections législatives, cela fera date dans l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que la Sénat on ne dit pas forcément que les 7 partis ayant déposé leur dossier sont forcément en règle. La Sénat a 8 jours pour étudier les dossiers, pour dire qui doit aller. Et le président de la Sénat disait, si un dossier dès qu'un dossier sera rejeté, les responsables de ce parti-là peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Donc, jusque-là, nous ne pouvons pas dire avec certitude quels sont les partis politiques en lice réellement pour les municipales de 28 avril. On attend le mot de la Sénat et on attendra aussi certainement le mot de la Cour constitutionnelle pour nous prononcer sur les différents partis autorisés à compétir le 28 avril. Saturne Djossou, en attendant de revenir sur les chances que chacun de ces partis politiques a face aux électeurs le 28 avril prochain, si tous étaient autorisés à participer à ce scrutin, nous allons faire un tour à la Cour suprême où l'institution a été saisie par l'USL et la force Cori pour un Bénin émergent. Les 2 formations politiques ont été renvoyées dos à dos. La Cour s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur le cas. Ah oui, j'ai cru que vous annonciez un extrait sonore. Non, l'extrait sonore, c'est vous-même. Parce que vous parlez de tour à la Cour suprême, je pensais donc à l'intervention de notre correspondant au plateau, François Fanou, que vous alliez nous proposer. Et on a suivi cette actualité tous hier, qu'on pourrait appréhender, prendre comme étant l'une des batailles que certains partis de l'opposition ont voulu livrer, ne voulant pas lâcher, ne voulant pas se déclarer vaincus, qui ont voulu faire la bataille sur plusieurs terrains. La bataille 2, rencontrer le président de la République et essayer des négociations. La bataille 2, écrire au ministère pour lui dire, au ministre pour lui dire que ces observations qu'il était en train de faire ne sont pas fondées. Et également saisir la juridiction parce qu'on a dit que si vous n'êtes pas content, il faut que le contentieux soit ouvert. Donc, dans le délai pris dans les derniers jours, les dernières heures du dépôt de dossier à la Sénat, multiplier les chances pour avoir gain de cause, pour se voir donc en train de compétir le jour J. C'est comme ça, moi, j'entreprends, je vois l'initiative de la Cour suprême hier, parce que n'oubliez pas qu'en matière de contentieux, il y a un délai qui est imposé, quelle que soit la juridiction que vous saisissez, parce que dans le code électoral, oui, il y a l'article 21 qui parle du tribunal de compétence, la chambre administrative du tribunal de compétence, et qu'en la matière, beaucoup estiment que le tribunal de première instance de Cotonou était celui qu'il fallait saisir, la chambre administrative, celle qu'il fallait saisir. Il y a aussi l'article 57 de la même charte des partis politiques qui parle de la Cour suprême au cas où... Et là, on statue d'urgence. Dans un cas comme dans l'autre. Quand vous saisissez la chambre administrative du tribunal de compétence, le tribunal de première instance, la chambre administrative statue en procédure d'urgence, comme ça a été prescrit à l'article 57 aussi, concernant la Cour suprême. Nous avons suivi les choses jusqu'aux environs de 20h hier, où la Cour s'est déclarée incompétente. Là, c'est un autre débat. Les acteurs ont dit que c'est allé jusqu'à 22h. Non. On les aurait fait attendre jusqu'à 22h. Non, je ne pense pas. On a fait le débat hier, c'est dans le journal de 20h que moi je suis venu annoncer le verdict de la Cour suprême. Donc quand on me dit qu'on a fait attendre... Peut-être comme une fumée. Peut-être que... Non, c'était officiel. La Cour est revenue et a prononcé le verdict. Et non, dans le journal de 20h, fait suite aux auditeurs dit dans le journal de 20h hier que la Cour s'est déclarée incompétente.
Peut-être qu'après, il y a eu d'autres formalités qui ont fait attendre les gens jusqu'à 22h. Je ne pense Ils pas. n'avaient pas d'autres marges de manœuvre. Peut-être pas, parce que sur le terrain, m'a été en contact permanent avec celui que j'ai envoyé, qui me disait que oui, après ça, député, déçu. Plusieurs sont partis en même temps. Certains ont voulu se prononcer, on a pu arracher quelques mois à certains. D'autres sont partis parce que déçus. Pour une cour qui a connu un dossier quand même du début jusqu'à la fin, parce que le COP estime que l'incompétence de la Cour devrait déjà être déclarée dans la forme, même avant d'aller dans le fond, et que ça, c'est déjà en début que tout ça se ferait. Connaître du dossier, laisser les avocats plaider jusqu'à la fin et se déclarer incompétente, beaucoup font le débat. Donc, pour nous, déjà, autour de 20h, la Cour s'était déjà prononcée. Vigile avancé, est-ce que la Cour suprême n'était pas dans ses droits d'agir comme elle l'a fait? C'est un débat de juristes, j'en suis pas un, mais j'ai cru comprendre, j'ai ce privilège d'être dans un cercle de juristes où j'ai suivi les débats des uns des autres. J'ai cru comprendre que c'est encore une fois, les conséquences de ces lois votées à la va-vite, ces lois votées sans cohérence, sans, comment ils appellent, cette discipline légistique, sans tenir compte de la légistique, je crois, c'est le mot. Et donc, c'est les conséquences. L'article 21, oui, qui aurait dû, si vous suivez bien les choses, qui aurait dû être l'article qu'il fallait, n'est-ce pas, et dont il fallait tenir compte, donc aller plutôt au tribunal de première instance plutôt que à la Cour suprême. Je donne lecture rapidement de cet article et après on en viendra aux conclusions. Dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution n'est pas conforme à la loi, le ministre chargé de l'Intérieur procède à une notification de non-conformité motivée aux partis politiques concernés. Ce qui est fait. Disons que c'est quand même le cas ici, cette fois-ci, oui, puisque c'est la constitution du parti et on leur a notifié cette non-conformité. Chaque parti a reçu un courrier du ministre de l'Intérieur. Comme le dit la loi, je continue. Cette notification intervient dans un délai inférieur à 2 mois après le dépôt de la déclaration. Elle s'effectue par un courrier recommandé ou remis à main propre à l'un des mandataires du parti politique contre décharge le parti politique. Et c'est important, le parti politique peut saisir la chambre administrative du tribunal d'instance compétent dans les 15 jours qui suivent la réception du courrier de notification. Oui. Voilà donc ce que dit l'article 21. Ça dit, en allant devant la Cour suprême, les partis politiques se sont mélangés les pédales. Bon, on peut le dire quand vous lisez l'article 57. L'article 57, qui soit dit en passant, est un article, n'est-ce pas, qui figure dans les dispositions transitoires. Donc, disons, c'est quand on a tout dit, oui, qu'on vient mettre ça à la fin dans les dispositions transitoires. Et je donne lecture de cela. On dit, en cas de non-respect des droits prévus par la présente loi, les partis politiques peuvent saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d'urgence. Autrement dit, si ces deux parties avaient saisi la chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou, ils auraient pu avoir gain de cause? La Cour suprême leur a indiqué hier que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Est-ce que la Cour leur a dit ça ou la Cour a tout simplement dit son incapacité, son impossibilité? Elle est incompétente, c'est ce que ça veut dire. Elle est incompétente, c'est ce que ça veut dire. Elle n'aurait pas dû venir à lui. Ce n'est pas elle, cette Cour-là, qui s'occupe de ça à cet instant précis. Disons, vous voyez, c'est... Quand vous lisez, quand vous voyez bien les choses, c'est une spécificité. Et cette spécificité, à savoir, problème sur le certificat de conformité, cette spécificité aurait dû être connue du tribunal de première instance. Bon. Quand vous... après, on vous dit que c'est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et que dans l'organisation, dans la manière de coder les lois, en principe, si c'est la Cour suprême qui s'en occupe, c'est la Cour suprême qui s'en occupe jusqu'au bout. Si c'est
le tribunal de première instance, c'est le tribunal de première instance. Et si éventuellement il a de recours, on va au tribunal, enfin à la Cour suprême. Donc c'est venu subitement comme ça à l'article 57 et c'est là seul où on fait référence à la Cour suprême. On ne sait d'ailleurs pourquoi. C'est pourquoi je vous parlais donc de légèreté dans les lois. Je vais vous dire ceci. Je discutais avec, disons, un cadre de l'Assemblée nationale qui est quand même sur ces genres de choses, la rédaction des lois. Oui. Et il me fait savoir que autant des autres présidents de la Cour, d'accord, ce qui se faisait d'habitude, c'est avant même de déclarer la constitutionnalité donc, de la loi, oui, on les invite. On leur dit, mais cet article-là, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dire pourquoi vous avez fait le choix de la Cour suprême alors que juste là... Et donc, cette Cour constitutionnelle ne l'avait pas fait. Donc, il y a comme tout un imbroglio, beaucoup de choses, voilà encore d'autres choses qu'on relève dans cette loi-là. Vous me demandez pourquoi cette Cour ne l'a pas fait, mais la réponse, elle est simple. Oui. Ce n'est pas une fixation sur une personne que de reconnaître que le professeur Joseph Diogbenou était à la rédaction de cette loi-là, était donc connaissant le contenu dans le secret de cette loi-là, en tant que président de la commission des lois, c'était son travail. Et puis il est passé de l'autre côté. Il n'avait plus besoin d'autres mesures, d'autres procédures pour déclarer sa constitution. Il est allé effectuer la réception de cette loi-là. Donc, vous comprenez que on ne peut pas être juge et parti. Malheureusement, c'est ce qui s'est rapidement passé. Donc, l'obligation à pouvoir être à pouvoir observer les choses avec plus de rigueur, cette obligation naturellement devrait pouvoir le quitter. Il n'a pas que cette loi. Seulement qu'on n'a pas la certitude que ça vient de là. Comment ça, on n'a pas la loi? C'est un député qui l'a proposé à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas la certitude, vous n'observez pas toujours les choses, vous n'êtes pas dans le... Voilà, donc, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est ce qu'on sait, que je viens d'indiquer. Encore une fois, je ne sais pas si en l'état, parce que là, nous sommes à 24 heures après, si l'USL et la FCBE ont fait la démarche d'aller au bon tribunal, vers le bon juge, je ne sais pas. Mais on peut aussi, quelque part, les comprendre. On peut aussi chercher à expliquer cela. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte où on parle, n'est-ce pas, de la justice contrôlée par les juges pas toujours indépendants, et surtout dans un contexte électoral, c'est un enjeu. Oui. C'est un enjeu. Donc, est-ce que c'est pour, n'est-ce pas, être sûr que le droit va être dit? Est-ce que c'est pour être sûr qu'en allant directement vers des juges plus expérimentés, donc susceptibles d'être plus ou moins indépendants, d'avoir ce devoir de moins d'indépendance, pas souci pour leur image, pas souci pour ce qu'ils ont été juste là? Est-ce que c'est ça, cette faiblesse-là? On se poserait beaucoup de questions. Dans tous les cas, voilà le verdict, alors que nous sommes dans un contexte où, n'est-ce pas, il y a urgence. Et ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu que dans un cas ou dans un autre, que le juge statue en procédure d'urgence. Si vous le permettez, oui, Patrice, très rapidement. Abondons dans le même sens que Virgile. Dans ce flou qu'on note dans ces lois qui ont été votées, ce n'est pas le moment de les contester parce qu'elles ont été promulguées. C'est déjà en vigueur. Mais quand on se retrouve dans des cas qui amènent à réfléchir sur la clarté des textes de loi qui sont partis des députés, ça nous amène à faire beaucoup de réflexions. Les députés, oui, légifèrent, ce sont eux qui votent les lois. Ont-ils les aptitudes, toutes les aptitudes pour voter des lois qui seront aussi claires pour éviter des interprétations qui amèneraient telle partie à se diriger vers telle juridiction au lieu d'être devant telle autre juridiction? Se pose la question. Vigile le disait les autres fois. C'est qu'on sait que parmi nos députés, sinon nos députés, ce n'est pas des gens sortis de facultés de droit que nous allons là-bas.
quand bien même on sait que l'un de leurs rôles, des rôles qui se retrouvent à jouer là-bas, c'est de voter des lois. Ce n'est pas des gens qui sont sortis. Ça passe par la commission des lois, une commission qui... Est-ce que la commission des lois elle-même est faite des gens sortis de faculté de droit? Il y en a parmi les députés membres de cette commission. Il peut en avoir. On choisit parmi les députés qui ont été élus pour faire toutes les commissions. Donc, dans la commission des lois, tous ceux qui sont dans la commission des lois ne sont pas des gens sortis de faculté de droit. Encore que de par le passé, on a connu des gens sortis de faculté de droit, des avocates, des bâtonniers, pour ne pas dire, qui sont restés qui ont présidé des commissions des lois. Malgré ça, l'interprétation posait toujours problème par les politiques qui voulaient attaquer. Le droit a toujours été une dissertation, une argumentation. Quelqu'un vous dira que c'est une science d'interprétation. Vous voulez parler de Mme Harold Keke? Oui, quand il en est ainsi, pour ceux qui sont sortis de faculté de droit, qu'en sera-t-il pour des gens qui ne s'y connaissent pas, qui sont obligés de porter des textes qu'ils n'ont pas eux-mêmes pondus? Nous sommes en politique, reconnaissons les choses, appelons un chat, les voter sans s'entourer des précautions, de l'éclairage de sachants. Mais je disais que quelqu'un se plaignant pour dire les autres fois, quand on vote, on envoie, on appelle les députés pour dire qu'est-ce qui vous a fait écrire ceci plutôt que cela? Mais cette fois-ci, on voit ce que ça engendre. Pour en revenir aux juridictions, pourquoi peut-être aller à la Cour suprême au lieu d'aller au tribunal de première instance? On peut interpréter, oui, sans être juriste, parce que pour moi, j'ai relevé tout à l'heure que cet article 57 relève des dispositions transitoires. Et les dispositions transitoires qui sont là, on sait qu'elles ont, pour la plupart, été mises pour que les partis déjà créés, avant la promulgation de la nouvelle charte des partis politiques, puisse utiliser le terme transition pour se retrouver en plein dans la nouvelle charte des partis politiques. Donc que cette disposition transitoire concerne plus les partis qui existaient déjà. N'oubliez pas que déjà même au fronton dès l'entame de cette disposition transitoire, l'article 56, il a été bien mis que c'est pour compter de la date de promulgation de la présente loi que les partis politiques dûment enregistrés continuent d'exister. Donc, ils disposent pour les partis, des dispositions qui disposent pour des partis, excusez que je répète ainsi, pour des partis qui existaient déjà. Et que les partis qui existaient déjà, une fois en contentieux, aillent chercher le juge mentionné dans cette disposition transitoire pour que le juge les écoute. Moi, je peux faire cette interprétation, alors que si je retourne à l'article 21, nous sommes là encore à l'étape de déclaration, de constitution des partis politiques. Donc, moi, je peux faire cette interprétation pour dire à l'article 21, si je suis parti en constitution et que je me retrouve en conflit parce que le ministère m'a noté, je vais devant un tribunal de première instance, qui est le tribunal de compétence, alors que si je suis un parti qui existait déjà avant cette promulgation des chartes des partis politiques, je me retrouve dans la disposition transitoire et alors, je me tourne vers le juge qui a été indiqué dans les dispositions transitoires, qui est le juge administratif, en tout cas, pour ne pas parler de la Cour suprême. Cela dit, revenons même à... Non, si vous permettez, là-dessus, je peux vous dire que vous avez des rudiments pour faire vraiment le droit, parce que, débat de juristes que moi j'ai suivi silencieusement, effectivement, ce problème a été posé. Quel est le statut juridique actuellement de ces partis qui existaient déjà, qui avaient été reconnus par l'autre charte là, alors que nous sommes en période transitoire qui court jusqu'au 17 mars? Quel est le statut juridique de ces partis-là? La loi est silencieuse sur ce côté? La loi est silencieuse, malheureusement, mais en même temps, on peut, comme Saturnin le dit, considérer que c'est des partis qui existent déjà, et donc, s'il y a des problèmes à poser, n'étant pas en constitution, effectivement, c'est vers la Cour suprême qu'il faut aller. Oui. Et revenons même à l'incompétence de la Cour suprême. Je ne pense pas avoir lu que dans la charte des partis politiques qu'on procède comme si c'était un individu qui est devant une juridiction. Je vais au niveau du tribunal de première instance et quand je n'ai pas raison, je vais au niveau d'un autre niveau de juridiction qui connaît comme pour dire je fais appel. Et on étudie mon appel. Et si entre-temps, mon appel je n'étais pas aussi satisfait de ce que la décision qui a été rendue en appel, je vais en cassation. Je ne pense pas avoir lu ça dans la charte des partis politiques. Dans la charte des partis politiques, on a indiqué, vous allez au tribunal de première instance si vous êtes concerné, vous vous retrouvez dans tel cas, ou devant la Cour suprême si vous êtes dans tel autre cas. La Cour suprême, l'une des raisons qui a amené la Cour à se prononcer, il a dit, je ne suis pas compétente pour juger en premier et dernier ressort, c'est que, avant de venir à moi, vous auriez dû aller vers une autre instance qui connaîtrait de votre dossier, et si vous n'êtes pas d'accord, vous reviendrez à moi, un second niveau de juridiction. Oui, si vous permettez, là-dessus, l'avis des juristes, c'est que le code n'avait même pas à prévoir ça. La procédure
à savoir les degrés différents de saisine sont connus, c'est dans une loi, ça n'a pas changé. D'accord, soit. Voilà. Et donc, le code n'avait même pas à s'intéresser à cela. Okay. Et donc, c'est tout un désordre que de venir subitement parler de Cour suprême. On sait que quand on échoue, n'est-ce pas, en première instance, on va à l'appel, et quand ça ne marche pas en appel, on va à la chambre de cassation, à la Cour suprême. Et donc, et ça voilà. Et l'avis des juristes, c'est que face à tout ce désordre, la solution la plus facile, effectivement, bien souvent dans la pratique des juges, c'est qu'il faut se déclarer incompétent. Voilà. Alphonse Moïse Touré, est-ce une mauvaise interprétation de ces formations politiques de ce document? Non, est-ce que je parlerai de mauvaise interprétation? Il faut remonter à l'origine de la loi. Je ne suis pas convaincu que ceux qui ont voté la loi, que ce soit les auteurs de la loi, que ce soit ceux qui ont étudié la loi, puissent maîtriser réellement le contenu de la loi. C'est au fil du temps. Ils n'ont aucun problème aujourd'hui. Vous pensez? C'est au fil du temps, c'est au fil de la pratique qu'on commence par noter un certain nombre d'erreurs qui se sont glissées dans la loi. Donc c'est pour dire que, pour légiférer, parce que si les gens avaient réellement étudié la loi, ils auraient pu remarquer ces erreurs-là et les corriger. Mais celui qui a conçu le texte, c'est l'esprit dans lequel il l'a fait. Celui qui a conçu le texte, c'est l'esprit dans lequel il a conçu le texte. Mais il n'y a que des gens qui ont étudié le texte du premier article jusqu'au dernier. Donc, si cela était réellement fait. C'est ce qui devrait être fait. Normalement, sur un article donné, quand vous doit avoir débat. Il doit y avoir débat pour qu'on puisse, les sachants, parce qu'il y a des sachants à l'Assemblée, qu'on aurait pu expliquer aux gens de quoi retourne chaque article. Ça autrement, on peut retourner ça encore à la commission des lois. Pour dire de reprendre. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps d'étudier et aujourd'hui, on est en train de voir les faiblesses de cette loi. Et ce n'est pas la seule loi. Toutes les lois qui ont été étudiées dans les conditions que nous connaissons, c'est comme ça. Parce que celui qui est à la Cour constitutionnelle, il est au début de cette loi et il est à la fin. Donc, il ne peut pas encore à lui-même rejeter la loi qu'il a soumise. Humainement, ce n'est pas possible. Et nous sommes là encore sur le terrain politique. Et je disais hier que tout ce qui a été fait depuis, que ce soit qu'on appelle la loi sur la grève, que ce soit le code pénal, que ce soit le code électoral, que ce soit la charte des partis politiques. Il y a la magistrature suprême qui est passée. C'est programmé. C'est pour que nous soyons là aujourd'hui à constater les faiblesses. On a voté les lois dans la précipitation, on a voté les lois pour... automatiquement mise en application. Pour un objectif. Promulgation. Très bien, donc c'est dans un but bien déterminé. Aujourd'hui, on est là. Ce n'est pas une mauvaise interprétation, mais les gens n'ont pas eu le temps de comprendre la loi et de maîtriser la loi. Et aujourd'hui, ça va à l'avantage de ceux qui ont proposé les lois. Et je suis convaincu que ceux qui ont étudié les lois, certains députés aujourd'hui doivent être en train de se mordre les doigts pour dire « Ah, c'est nous qui avons voté ça ». Mais pourtant, eux-mêmes, ils ne comprennent pas le fonctionnement de la loi. Donc, il va falloir que désormais, on l'a dit, on l'a répété, il faut que, quand vous êtes député et que vous soumettez une loi, quand vous ne comprenez pas, il faut vous associer des sachants, des spécialistes du droit pour vous dire ce qui doit être. Sinon, les autres lois qui seront votées vont toujours comporter des pièges. Au moment où de les appliquer, il serait déjà trop tard. Non, moi, je pense, pour l'expérience que j'ai du Parlement, en principe, si le Parlement n'était pas à majorité, disons... Acquis à la cause du pouvoir. À la cause du pouvoir, si le Parlement n'avait pas été, disons, cette boîte-là qui roulait dans un seul sens et tout le temps dans un seul sens, je pense que le problème aurait pu être réglé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez vu le fonctionnement de la 7e législature, vous avez l'impression que les lois naissent quelque part, ou les propositions, les projets naissent quelque part, sont portés par des députés, et le reste, n'est-ce pas, ne fait que suivre. Et donc, dans un contexte comme ça, c'est difficile de critiquer, c'est difficile d'être critique. Ceux qui, traditionnellement, sont dans la critique, c'est-à-dire l'opposition, sont la minorité et ne sont pas entendus. Sinon, tout le monde peut désormais écouter Radio Hémicycle. Un tel débat, dans un tel débat, dans l'examen d'une telle loi, vous aurez entendu des députés demander à savoir, mais pourquoi c'est subitement la Cour suprême là, et pourquoi la Cour suprême? Ça aurait pu être un débat, et puis bon, on aurait mis au vote, n'est-ce pas,
d'aller dans tel ou tel sens, et puis le technicien, le président de la commission des lois serait à justifier. Il y a beaucoup de sachants voilà. Dans cette législature, mais les choses sont... Non, il n'est pas qu'il y a beaucoup de sachants. Le sachant peut manipuler celui qui n'est pas du domaine. Justement, vous savez, quand on a vu le contexte, et ce contexte n'est pas loin, hein, le contexte donc, de l'examen des lois à l'Assemblée nationale, quand c'est le président de la commission des lois, le professeur agrégé Joseph Diogwenou, avec toute l'onction du parrain ou du président de la République, celui que eux tous ils servent, quand il a parlé, quand il a amené une matière, vous comprenez que humainement les autres ils se plient. Et on se dit c'est la volonté du chef, c'est la volonté de... C'est justement là la faiblesse. Ça a été la faiblesse de la 7e législature et ça fait partie donc de ce qui rattrape aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'a pas de loi parfaite. Même l'ancien code a eu des faiblesses qui ont été relevées. Certaines ont été corrigées à travers le présent code, mais le présent code aussi a généré ces faiblesses et alors beaucoup de faiblesses. Je ne donnerai que l'exemple de cet article 242. Et voilà, on en est là. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Saturnin Djosso, indépendamment de cette action en justice, l'USL quand même est allé au niveau de la Sénat et a déposé son dossier de candidature. Le constat, je l'ai fait comme tous ceux qui étaient à la Commission électorale nationale autonome. J'ai cherché à savoir, l'USL a déposé son dossier sur le certificat de mise en conformité, on pourrait le comprendre, parce que... Mais ils disent avoir un certificat tout de même, délivré par le ministère de l'Intérieur. Mais ça, c'est certainement ce qui a été délivré le jour où on a appelé l'USL et FCBE pour qu'ils viennent. Ça s'appelle aussi certificat de conformité. Ça, c'est le récépissé. À l'époque, c'était... Non, en ce temps, le certificat n'existait pas. Le certificat existe. Donc ça fait office du certificat aujourd'hui. Non, le certificat n'existait pas. Le certificat n'existait pas. Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore pris sa décision d'exiger. Donc c'est pourquoi les autres, ils avaient déjà annoncé, depuis qu'avec ou sans le certificat, ils iront déposer parce que la loi n'a pas parlé de certificat. Ils sont dans leur droit. Je ne saurais le dire. Les juristes feront le débat quand ce sera le moment, quand la Cour constitutionnelle serait saisie, si éventuellement... Le premier magistrat leur a demandé d'aller respecter les textes de la République. Il n'y aura aucun problème à leur dossier de candidature. Et vous êtes sûr que les textes qu'il faudra respecter pour le premier magistrat, c'est déjà jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle d'associer le certificat de mise en conformité au dossier à déposer. Et pour cela, c'est que ce n'est pas dans la charte des partis politiques. Vous savez d'où cette pièce vient? Dans le code électoral, donc chacun a ses textes, chacun voit les textes qu'il appelle textes. Pour les gens, et qu'il entend respecter. Texte, c'est le code électoral. Et que nulle part dans le code électoral, il n'est mentionné certificat de mise en conformité. Donc, on suit ça. Ce que la Cour constitutionnelle a dit, vous savez tout le débat que ça a engendré. D'où est-ce que la Cour tire ça? La Cour s'est fondée de quel article, de quelle disposition légale pour le faire? Le cas d'en face trouve le bien fondé de cette pièce demandée par la Cour. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous appelez des actes en face? Parce que moi, je suis pas... Il y en a qui se sont levés contre cette exigence de la Cour. Oui, voilà. Et de l'autre côté, ceux qui sont pour. C'est ça, moi, j'appelle le camp d'en face. Ceux qui sont pour, c'est des gens qui soutiennent le pouvoir. Vous connaissez l'étendue du pouvoir. Excusez que je répète ça. Et qu'on ne peut pas être fils d'un même papa et aller se chier dessus publiquement, encore que le papa est là et nous assure tous de sa protection. Qu'on soit en difficulté ou pas, on sait que c'est notre papa. Quand on aura besoin de quelque chose, quand on l'aura appelé, on trouvera tout de suite satisfaction. Que si c'était les autres qui étaient en difficulté, ils l'appelaient. Nous sommes en politique, comme quelqu'un, quand Dazanaï le disait la dernière fois à l'hôtel Azalaï, c'est qu'on n'aide pas ses adversaires. On ne fait que laisser... Mais est-ce une bonne démarche de la part de l'USL? Ce que j'ai compris, parce que sur place hier, j'ai cherché à comprendre... L'opposition qui sortait, qui continue de sortir, parce que je vous le dis, à l'instant même, l'opposition vient de faire une déclaration à Cotonou pour dire qu'elle entend tout faire pour être au prochain scrutin. Au prochain scrutin, aux prochaines législatives. Je vous donne peut-être substance de ce qui a été dit en attendant. L'opposition qui dit que les forces politiques de l'opposition restent déterminées à participer aux législatives et qu'elles se battront pour ne pas être
donc des partis absents à ces législatives et demande donc aux forces de l'ordre de protéger les populations. C'est ce qui a été dit. Il était présent, on a remarqué essentiellement les gens du parti USL. Mais visiblement, les forces de l'ordre sont mises en état d'alerte. Et de forces Kori.Bene émergents. C'est les deux tendances de l'opposition qui ont été retrouvées tout à l'heure au Kodiam à Cotonou pour faire cette déclaration. Pour faire cette déclaration. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi l'USL était là et que force Kori.Bene émergents n'était pas là, Restaurer l'espoir n'était pas là. C'est un choix. Ce que j'ai appris du dedans de la Sénat comme de la Sénat comme du dehors, parce qu'on a quand même nos contacts, c'était que ils avaient tous décidé, partis politiques de l'opposition, d'aller déposer les dossiers sans le certificat de mise en conformité. Mais la FCBE a trouvé que ce serait une peine perdue. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ce que nous avons appris. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Certains seraient venus en retard. Non, ils ont refusé de ne s'être même pas présentés au portail de la Commission électorale nationale autonome. Oui, si on ne faisait pas attention, si on ne prenait pas ces précautions, on dirait des choses. Moi, par exemple, j'étais à la Sénat hier quand le président Emmanuel Tiando a fermé le portail. C'est lui-même qui a fermé. Il a souvent fait cette tradition. C'est lui-même qui... Non, je sais, on a toujours fermé. C'est lui-même qui allait toucher le portail. C'est le président qui applique les tests de la République. Les militaires étaient là, on dit fermez le portail. Voilà. Il a veillé à ça. Et non seulement quand le portail était fermé, c'est pas qu'il était resté à l'intérieur d'abord. Il était à l'extérieur du portail quand on a fermé parce qu'il y avait certains qui étaient là qui voulaient rentrer. Après 0, il était allé là-bas, il les a écoutés avec la vice-présidente Geneviève Bokonadion. Il lui a dit clairement, il est 0 heure, fermez le portail. Ils étaient venus avec des dossiers. Je vais préciser ça. Oui. Parce que là, moi je dis, nous sommes dans un pays où les politiciens peuvent vous manipuler, qu'ils soient de la mouvance, surtout avec les réseaux sociaux, ou comme de l'opposition. Le parti qui était au portail hier, quand on a fermé, avec qui le président a échangé. Vous pouvez voir les images, je peux vous fournir certaines images où deux individus, quelqu'un était là que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, quelqu'un était là pour dire, bon, pourquoi vous êtes venus en retard? Il dit, nous ne sommes pas venus en retard, nous sommes venus de Parakou, on était en train de chercher nos quitus, et puis tout ça, on est venu. C'était quel parti? Et avant de partir, les journalistes demandaient les noms, ils n'ont pas donné les noms. Mais quand on a dit quel est le parti, il y a un monsieur qui s'est retourné, qui a dit face contre caméra, c'est le parti RE de candidat Zanaï. À l'intérieur de la Sénat, on a commencé entre journalistes par faire le débat. Oui. Parce que moi, je ne conçois pas que le parti de candidat Zanaï veuille déposer son dossier à la Commission électorale nationale autonome et que je ne vois ni candidat Zanaï, ni Guy Mitokpe, et que ce soit des individus qui... Est-ce une manipulation politique pour décrédibiliser le parti? Ça sent tellement mauvais que j'ai de la peine à affirmer que c'est réellement des gens qui sont venus... Qu'on ne connaît de nulle part. Que moi, personnellement, je ne connais de nulle part. Ni candidat Zanaï, ni Guy Mitokpe se présenter au portail de la Sénat. Les plus grandes figures de cette partie, de cette formation politique. Ils avaient des dossiers en main. Vous allez voir, c'est comme un papier qu'ils avaient en main. Pour dire qu'il n'y avait même pas de chemise, il n'y avait même pas de carton, il n'y avait même pas de cantine. Donc, quand les gens avaient commencé par parler sur les réseaux sociaux hier nuit, j'ai dit, comme on a l'habitude de s'entourer de ces précautions, j'ai dit, attention, si on ne sait pas faire, on va se laisser manipuler par des individus qui seraient venus pour discréditer un parti, pour dire que c'est le parti qui est venu et on a fermé le portail. Ce que je sais, en journaliste, en parcourant certains milieux, je sais qu'il y a des personnes qui, après 0 heure, ont voulu entrer encore à la Commission électorale nationale autonome. Le portail était fermé et on souhaitait l'intervention du président de la Sénat pour que ce soit fait. Je ne peux pas en dire plus. C'est des figures connues cette fois? Non, ce n'est pas des gens que j'ai vus. C'est des gens qui s'entretenaient par téléphone. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde n'a pas... Bon, tout le monde peut avoir le numéro du président de la Sénat, le journaliste peut l'avoir, mais tout le monde ne se permettrait pas d'appeler par exemple Emmanuel Tiando par téléphone pour dire « Faites-nous honneur, nous sommes déjà, ouvrez-nous le portail, on veut venir ». Tout le monde ne peut pas se permettre de le dire. Alors, quand vous êtes journaliste, vous êtes introduit dans certains milieux, vous avez ces éléments, vous vous posez des questions. Qui pourrait le faire? Qui pourrait le faire? Qui pourrait être encore à l'extérieur à l'heure là et appellerait le président de... Déjà, il faut chercher parmi les partis qui n'ont pas déposé. Il faut déjà chercher parmi les partis qui n'ont pas déposé. Et comme j'ai dit, je ne veux pas aller trop vite en besogne. Ce que je dis, ceux qui sont à l'écoute, j'ai déjà utilisé un terme que celui qui était au téléphone, peut-être avec le président de la Sénat, saurait quand il disait « Faites-nous honneur ». Oui. Et quand le président vous a fait des confidences?
Ils étaient à côté du président parce qu'ils se préparaient à donner une interview à la presse. Pourquoi voulez-vous que j'aille jusqu'à vous donner certains détails? Je ne peux pas me permettre de... Non, moi j'ai le privilège de vous écouter tout à l'heure, là. Ne vous en faites pas. Donc quand vous entendez ça, vous posez des questions. Le président de la Sénat qui disait, c'est le principe. On a dit à 0h, ferme le portail. Il est 0h, vous ne pouvez plus rentrer. Le portail Puisque est fermé. Après 0h, on est le 27, alors qu'il fallait arrêter le 26. Parce que l'horloge de la Sénat a été arrêtée, puisque vous avez dit, le dernier s'est fait enregistrer à 23h58 minutes. 58. Même et là, c'est après cela qu'il faut maintenant réellement déposer son dossier. Même là, oui, après cela, il faut aller. On est déjà dans le 27. À 2 minutes de truc, de 0h. De 0h. Encore que la Sénat, jusqu'ici, n'a pas dit, si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes à l'intérieur avant 0h, on vous prend en compte. Mais si vous êtes au portail, après 0h, c'est que vous ne rentrerez même pas. La preuve, c'est quoi? Quand les gens rentrent, ils vont s'inscrire dans un registre et ils ont maintenant le temps d'aller... de mettre les choses en ordre. J'ai vu des gens venir même avec imprimante hier à la Sénat. Et c'est à la Sénat qu'ils ont fait des impressions. L'essentiel, c'était d'être dans la maison. C'était d'être dans la maison avant 0h. Le reste, on Donc, même si vous étiez dehors, que vous voulez venir et que vous avez quelques difficultés à mettre au point vos derniers dossiers, vous pouvez venir à la Sénat. Encore quand vous vous enregistrez dans le registre, on ne vous dit pas montrer un nouveau dossier avant d'écrire votre nom. Vous écrivez votre nom, vous écrivez l'heure d'arrivée, vous vous retirez. Et par ordre d'arrivée, on vous introduit pour qu'on étudie vos dossiers. Oui, donc, finalement, je sais qu'après 0h, il y a des personnes qui auraient souhaité avoir accès à la Sénat. Qui sont ces personnes-là? Je ne saurais le dire présentement. La question reste posée. Vigile avancé, quelle chance cette fois-ci pour l'USL, puisque c'est de cette formation politique que nous parlons en ce moment précis, avant d'aller aux autres formations politiques? Non, l'USL, sa chance, c'est encore une fois dans le débat juridique. À savoir, comme l'ont dit ces juristes, quel est le statut juridique de ce parti dans cette période transitoire? Est-ce que l'USL est considéré au vu de l'ancienne charte? Est-ce que l'USL est considéré au vu de la nouvelle charte, en vigueur? Voilà, donc c'est un débat... Puisque la nouvelle abroge l'ancienne. Voilà, puisque la nouvelle abroge l'ancienne, mais on est dans la période transitoire. On est dans la période transitoire, et dans la période transitoire, quel est son statut juridique? Est-ce qu'on le considère, on agit avec ce parti en tenant compte de l'ancienne charte, ou de l'ancienne charte, ou de la nouvelle charte? Bon, voilà, donc c'est un débat entre juristes, mais devant quelle institution, pour quelle chance? Moi, je ne sais pas. Effectivement, si on veut, n'est-ce pas, s'accrocher à quelque chose, FCBE, tout comme Restaurer l'Espoir, tout comme DUD, aurait pu venir, aurait pu... Non, vous parlez de l'USL, vous n'oubliez pas que, je crois, sauf erreur de ma part, que l'UDBN n'a pas eu le récépissé. Bien sûr, mais a tout de même déposé. Et allé déposer le dossier. Voilà, puisque l'UDBN aussi existait déjà, c'est au même titre. Les partis n'ont pas... Non, l'UDBN n'existait pas. L'UDBN, bon, ils ont... Je ne sais pas comment ils ont fait ça. L'UDBN existait, mais a connu quand même... un congrès. Un autre congrès, et voilà. Donc, l'UDBN, c'est exactement le même cas que l'USL. DUD, oui, DUD, on peut dire que le débat, il n'a pas de débat, puisque c'est un nouveau parti. Il ne respecte pas, il avait du moins d'emblée à respecter la nouvelle charte. Oui. Mais Restaurer l'Espoir et FCBE pouvaient faire comme l'USL. Mais là encore, il y a une autre question. Est-ce qu'ils ont pu recevoir leur quitus fiscal? Parce que sans ça, même si en l'absence de votre certificat de mise en conformité, vous allez déposer, ça va être systématiquement rejeté. Vous avez raison. Pour les informations que j'avais jusqu'à ce matin, c'est que il y a des figures bien connues de la FCBE qui n'ont pas reçu leur quitus fiscal. Vous savez, cette élection, c'est un gros piège. Un piège à plusieurs étages. Vous voyez, je l'avais souvent dit ici sur ce plateau, si vous échappez au certificat, vous n'échapperez pas au quitus. Et avant ça, tout était... Mais l'opposition, faut-il encore... Non, je vais m'offrir une soirée
pour ne pas taper sur l'opposition. Mais on en est là aujourd'hui. Oui. Alphonse Moïse Soudé, nous avons parlé de l'URCL. Le FCB ont fait ce choix de ne pas aller au niveau de la Sénat déposer leur dossier. Ils ont dit que ce serait une peine perdue. Mais dans la course, en tout cas à l'entame maintenant, en attendant que la Sénat ne se prononce dans les 8 jours à suivre, une journée est en train de prendre fin dans les 8. Est-ce que on a des chances de voir les 7 à cette élection du 28 avril prochain? Oui, le problème qui va se poser par rapport à l'USL, c'est de dire, les hommes de droit nous diront, est-ce que la décision de la Cour constitutionnelle à propos du certificat de conformité est rétroactive? Parce que les autres avaient déjà eu leur récépissé. C'est là le débat, parce qu'on leur a donné le récépissé qui les reconnaît. Maintenant, est-ce que la décision de la Cour, elle est rétroactive? En matière de loi, lorsqu'une loi plus douce est votée, elle est rétroactive. Encore que là, il y a un délai qui court, qui n'est pas fini. Et là, nous sommes dans la période transitoire. Et la chance de l'USL, c'est d'avoir osé. C'est d'avoir osé déposer le dossier. Quant aux autres partis, parce que je disais tout à l'heure que pour constituer la liste, il faut que les 83 fois 2 puissent avoir tous leur quitus fiscal. Si vous n'avez pas franchi cette étape-là, même si vous avez le certificat de conformité, vous ne pouvez pas aller déposer votre dossier parce que vous devez, coûte que coûte, trouver les 83 fois 2. Donc le débat se pose à ce niveau-là. Est-ce que la FCBE a eu tort de n'avoir pas forcé? Je me suis le dit, mais les 7 qui sont là, nous allons réellement prier. Maintenant, grosse question. Pour que les 7 puissent compétir. Question à Saturnin. Est-ce que l'USL a eu le récépissé provisoire de la Sénat? Mais les 7 qui ont déposé ont pu avoir ce récépissé provisoire. Très rapidement. On en parlera après. Merci à vous, Saturnin Diossou. Merci, Alphonse Moïse Soudé. Merci, Vigile Avancé également. Merci à Edgar Nyakadia de l'autre côté de la baie vitrée. Retrouvez Intégral encore demain pour un autre numéro. Bonsoir.